1er juillet 1917, les Russes débutent une nouvelle offensive en Galicie. Organisée par le ministre de la guerre Kerensky et Broussilov, devenu le commandant-chef de l'armée, cette attaque doit montrer à ses alliés que malgré la chute du régime tsariste, le nouveau gouvernement provisoire respectera les engagements de la Russie. Il s'agit également de renouer avec la victoire en profitant de la ferveur révolutionnaire, tout comme durant la Révolution française après Valmy. Cette offensive Kerensky a pour objectif encore une fois Lemberg. Parmi les 62 divisions des trois armées utilisées, les 3 batteries de combat du corps des ACM qui sont engagées dans l'attaque sur Koniuki, un point clé de la route qui mène vers Bereziani puis Lemberg. Seulement, lorsque la 4e batterie arrive dans la localité, les Belges se rendent compte que l'appui de l'infanterie russe a disparu. Or l'ennemi lui est nombreux, et soutenu par une puissante artillerie ainsi qu'un avion de reconnaissance que les automitrailleuses ne parviennent pas à abattre. La pluie d'obus devient de plus en plus dense, lorsque soudain, l'un d'entre eux s'abat sous l'une des autoblindés morses, dont le châssis est brisé en deux par l'effet du souffle de l'explosion. Quelques instants après, c'est une autre morse qui est à son tour gravement endommagée, tandis que des éclats d'obus touchent le 3e engin. Sur les 12 membres d'équipage, 2 sont tués et 9 sont blessés, la 4e batterie vient tout simplement d'être anéantie. Le mauvais sort n'épargne pas les autres batteries. La seconde enregistre également une destruction. Le 6 juillet, lors d'une attaque dans la forêt au nord de Koniuki, Constant le marin voit son autoblindé criblé par des balles qui finissent par traverser le blindage et toucher son moteur. Son chauffeur Auguste Godefroy est tué sur le coup, mais Erd, qui voit pour la 2e fois son véhicule de combat mis hors d'état, a encore de la chance puisqu'il n'est que blessé et parvient à s'extraire de son autoblindé qui sera détruite par les Russes pour qu'elle ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Si durant les premiers jours, l'offensive Kerensky connaît quelques succès probants, très vite c'est l'enlisement, car l'armée russe connaît un état de décrépitude avancé, beaucoup de désertions, le moral est au plus bas, des comités de soldats qui n'obéissent plus aux ordres des officiers, l'envie de se battre a disparu. Pire encore, à partir du 18 juillet, ce sont les Austro-Allemands qui contre-attaquent et en une semaine font reculer de 200 km les Russes qui n'opposent plus de résistance sérieuse. Les Belges suivent le mouvement. Après un premier repli sur Tarnopol, ils évacuent fin juillet la ville menacée pour retrouver le camp de Zbaraj, où Semet constate l'état déplorable du matériel. Il exprime d'ailleurs auprès de ses supérieurs ses doutes quant aux capacités de l'unité à combattre et à demeurer un 3e hiver en Russie. Résultat, lorsque les ACM arrivent à Tchelpaki le 25 août, Semet est accusé de défaitisme par le général de Rickel et il est remplacé par le capitaine Rose qui revient de son long séjour à l'hôpital. Pourtant, les événements donnent raison à Semet, puisqu'en octobre éclate une seconde révolution, et avec Lénine et Trotsky au pouvoir, il n'est plus question pour la Russie de continuer la guerre. Un armistice est demandé le 15 décembre. La guerre en Russie est donc finie pour le corps des ACM, qui a subi durant les 2 années de son expédition la perte de 4 autoblindés, 40 blessés et 16 tués, enterrés dans le cimetière de Tarnopol, où 6 sépultures récemment réhabilitées, avec cette plaque commémorative, sont toujours visibles aujourd'hui. Dès lors, pour le gouvernement belge installé au Havre, le détachement des ACM n'a plus aucune utilité en Russie. Il doit donc être exfiltré. Le 10 août, les Belges embarquent dans un train pour Kiev afin de retourner en France. Mais ils sont loin de s'imaginer à ce moment-là que leur retour à la maison va se transformer en véritable périple de plusieurs mois qui va les amener à faire le tour du monde. Ce périple commence dès l'arrivée à Kiev, où les Belges s'installent dans le cloître de la cathédrale Saint-Michel, en plein centre d'une ville en ébullition. En effet, des nationalistes ukrainiens ont profité de la révolution russe pour constituer une assemblée et proclamer l'indépendance de l'Ukraine, qui est contestée par les bolcheviks qui eux ont proclamé la République des Soviets à Kharkiv. Les Belges assistent aux exactions et aux exécutions, d'abord celles des nationalistes ukrainiens, puis celles des bolcheviks lorsque ces derniers s'emparent de la ville le 9 février. Entre-temps, des négociations sont menées pour organiser leur exfiltration. Le lieutenant von der Donkt et le soldat-interprète Polski sont envoyés à Mogilev, où par chance ils tombent sur un sympathisant, le général Goutor. Ce dernier intercède auprès des autorités pour leur accorder un laissez-passer. Mais le soviet de Kiev exige une lourde condition: la cessation de tout leur matériel roulant, les camions, les motos indiennes et leurs autos blindés. Malgré de dures négociations, les Belges doivent se résigner à les abandonner. Cependant, comme nous le montre cette photographie, les équipages qui ne voulaient pas voir leurs autoblindés tomber dans les mains de soviétiques ont préféré les saborder avant en déboulonnant leur blindage.
Le 22 février, le train de 50 wagons peut enfin partir en direction de Mourmansk via Moscou. Mais c'est alors que se produit un événement qui sera lourd de conséquences pour l'avenir du détachement. Lors d'une halte à Bouy, qui se situe dans la région de Vologda, une partie des soldats se révolte. Ils refusent de prendre le bateau à Mourmansk et préféreraient prendre la route de l'Est. Il faut dire qu'ils n'ont pas vraiment envie de réitérer l'expérience pénible du voyage aller. En plus, ils sont inquiets par l'évolution de la situation, alertés par des Occidentaux qui ont quitté Petrograd. Ils jugent la route de Mourmansk dangereuse à cause des Soviets, mais aussi des Allemands depuis la paix de Brest-Litovsk. C'est alors un véritable soviet des Belges qui se constitue. Pétition, pression, insubordination, certains des mécontents descendent carrément du train sous les yeux ébahis de la population locale. Le commandant Ross est fou de rage, mais il n'a pas vraiment le choix. N'ayant pas reçu d'instruction de l'ambassadeur d'Estrée, il finit par céder sous la pression et ordonne au train de se diriger vers Vladivostok. Et c'est alors un enchaînement de milliers de kilomètres à travers l'immensité russe, ponctué par des villes où les Belges font des haltes. À Ekaterinbourg le 8 mars, là où sera exécuté le tsar dans quelques mois, à Omsk le 10, où les autorités locales les obligent à signer un engagement individuel à ne pas combattre les soviets, à Irkoutsk le 19 et Chita le 20 mars, et là, plutôt que de continuer par le transsibérien, les militaires belges préfèrent passer par la Mandchourie, route plus courte et qui permettrait de quitter plus vite la Russie. Mais le soviet local s'y oppose, car se trouve dans cette région Semyonov et son armée blanche de Cosaques. Il finit cependant par accepter, et c'est ainsi que les Belges quittent enfin le 27 mars, un pays dans lequel ils ont combattu pendant 2 ans. Le convoi entre alors en Chine et parvient à Harbin, où il fait une halte pendant laquelle un officier se rend à l'ambassade belge de Pékin pour y recevoir des instructions. Les hommes profitent du temps libre en ville, où ils observent beaucoup de soldats japonais dans les rues. Et lorsque le convoi repart, le commandant Ross s'aperçoit qu'il manque 4 hommes. Ce sont tout simplement 4 soldats qui ont décidé de déserter pour rejoindre Semyonov. Autre disparition importante à signaler, la mascotte mitraille s'est également enfuie et plus personne n'entendra jamais parler de ce chien. Le 18 avril, le train repart pour Vladivostok où il arrive le 21, la ville est alors aussi sous contrôle des Alliés qui préparent une intervention anti-bolchevique, et le 25 avril 1918, les Belges obtiennent des autorités alliées l'autorisation d'embarquer sur le paquebot Sheridan, direction les États-Unis. Bien que plus longue en termes de distance, la traversée de l'océan Pacifique prendra moins de temps et sera beaucoup plus confortable que le voyage qui les a menés en Russie. Le 12 mai, après 17 jours de navigation, les Belges débarquent à San Francisco. Ce qu'il faut savoir, c'est que les autorités belges auraient préféré les voir rester en Russie dans le cadre des interventions alliées anti-bolcheviques. Mais puisqu'ils sont là, autant s'en servir. C'est donc une véritable tournée qui est organisée par l'ambassade de Belgique et l'attaché militaire belge aux États-Unis, le major Léon Osterrit, à des fins de propagande pour l'effort de guerre et ainsi inciter la population américaine à s'enrôler comme volontaire et à contracter des emprunts de guerre. La troupe va donc multiplier les défilés, les réceptions et les cérémonies en traversant le pays d'ouest en est, comme ici à San Francisco le 14 mai, où le corps des ACM est placé en tête d'une parade de 5000 hommes, à Salt Lake City le 21 mai, à Cheyenne le 22 où a d'ailleurs été prise cette photographie, à Omaha le lendemain, la seule étape à se dérouler sous la pluie, Des Moines le 24, Chicago le 25, Détroit le 26 et New York le 28 où l'on aperçoit ici le commandant Ross. À chaque fois, la foule américaine curieuse se presse à leur passage pour accueillir ces braves Belges qui ont parcouru le monde entier. Marcel Thierry raconte « C'est bien simple, on se les arrache. Il y en a qui ont été enlevés en auto, d'autres ont été invités à dîner chez des gens qui les ont embrassés en pleurant. » Alors les soldats sont conscients d'être utilisés, ils jouent quand même le jeu. Néanmoins, la répétition des parades et cette sensation d'être exhibé de façon permanente commence à en agacer plus d'un. C'est la raison pour laquelle le commandant Ross décide d'écourter la tournée en annulant les étapes de Philadelphie et de Washington. Pour nos Belges, il est temps de retourner à la maison. Le 16 juin, ils embarquent à bord du navire français La Lorraine et arrivent à Bordeaux le 23 juin. Puis, c'est l'ultime étape de leur tour du monde à Paris, avant un dernier rassemblement dans une caserne belge en Normandie à Eu, où le corps des ACM est dissous le 15 juillet 1918. Les hommes reçoivent 2 mois de permission avant d'être dispersés dans différentes unités où ils vont participer aux dernières semaines de la guerre. C'est donc une fin dans l'indifférence la plus complète des autorités. Un oubli qui va se poursuivre bien après la guerre. Valérie Karel von der Stichel, qui est une fille de l'un des membres du corps des ACM, parle même d'une conspiration du silence. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça ?
Il est vrai que les 444 hommes qui ont combattu dans ce détachement ne représentent au final qu'une goutte d'eau au regard des 10 millions de Russes sur le front de l'Est. Mais pourquoi avoir dissous ce corps des ACM qui aurait pu représenter un rétexte pour l'avenir? Eh bien l'explication est politique. Une troupe qui a vécu dans la Russie soviétique représentait aux yeux des autorités belges un risque de contamination révolutionnaire. Après tout, on retrouve dans ses rangs Léon Le Swail, un des futurs fondateurs du Parti communiste belge, expulsé des États-Unis dès les premiers jours pour avoir critiqué l'intervention des Alliés contre la Russie bolchevique. Il y a également Julien Lahaut, futur président du Parti communiste jusqu'en 1950, et puis après tout, ces hommes se sont distingués à Bouilly par une mutinerie contre leurs officiers. 57 dossiers seront ouverts pour ces faits de désobéissance, mais finalement passés sous silence, comme toute l'histoire de cette aventure. Heureusement, des membres de l'association Autocanon 2014 ont décidé de maintenir le souvenir de cette unité en recréant à l'occasion du centenaire de sa formation cette magnifique réplique de l'automitrailleuse Minerva Morse. Un travail de 5 ans qui les ont amenés à parcourir le monde entier pour tenter de retrouver des pièces d'origine, que ce soit en Suède pour le moteur Minerva ou en Nouvelle-Zélande pour le compteur Watford. Un chef-d'œuvre de la reconstitution qui a ensuite été offert à ce musée royal de l'armée que je ne peux que chaudement vous recommander de venir voir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'histoire du corps des ACM. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, de la liker et de la commenter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, longue vie et prospérité. Un grand merci à Marc Anquet pour son aide précieuse, acteur de la reconstitution de cet auto blindé, que j'ai rencontré par hasard lors du tournage de cette vidéo. Il me transmet régulièrement depuis 2 mois des sources et des documents rares, comme ceux concernant Albert Dufossé, le propre grand-père de son épouse.